Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Comment décrire le mouvement d'une pomme de terre dans l'espace? La question peut sembler un peu oiseuse, mais si on considère que la pomme de terre représente une forme quelconque, sans aucune symétrie, on se rend compte qu'elle incarne un cas très général, donc très utile. Utiliser les mathématiques pour décrire le mouvement, c'est une vieille histoire. Depuis que Newton a découvert les lois qui portent son nom, on a fait un grand pas en avant, mais le monde de Newton est un monde de masse ponctuelle, alors que le monde réel est un monde de pommes de terre qui ne sont pas ponctuelles et qui ont tendance à tourner n'importe comment. La rotation rend le monde plus compliqué et plus intéressant que les équations de Newton. En route pour un voyage virevoltant, au cours duquel on va découvrir des toupies et des systèmes intégrables. Leonhard Euler, l'un des mathématiciens les plus influents et les plus prolifiques de son temps, 866 publications, se pose la question au milieu du XVIIIe siècle. Que deviendrait un corps solide quelconque, bref, une patate, qu'on jetterait au hasard dans le cosmos? En commençant par se débarrasser de la gravité qui complique trop les choses, Euler rédige une monographie où il envisage le mouvement d'un corps solide, sans force extérieure agissant sur lui. Le livre fait quand même 600 pages, mais si on résume, tout mouvement se décompose en translation et en rotation. Pour la première, on a les lois de Newton. En l'absence de force extérieure, le centre de gravité d'un corps rigide suit une ligne droite. Mais quid de la rotation? Pour comprendre ce second élément, Euler imagine une pomme de terre dont le centre de gravité est fixé solidement et qui peut tourner en tous sens autour de ce point. L'étape suivante, c'est de traduire la pomme de terre en un objet plus mathématique, une pastèque. En choisissant astucieusement sa masse, ses dimensions et sa position par rapport au point fixe, on peut négliger les mensurations particulières de notre patate au profit des 3 paramètres qui définissent la pastèque. Les 2 objets se comporteront à l'identique. Et ceci, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle la toupie d'Euler. Cette providentielle pastèque permet d'obtenir, pour décrire la rotation, un système d'équations qui est intégrable, c'est-à-dire en gros qu'on peut le résoudre. Parce que le système est intégrable, on peut prédire à tout instant le mouvement de notre tubercule. Enfin, à condition d'être seul avec lui dans le vide cosmique, puisque ce modèle ne tient pas compte de la gravité. Et à propos de gravité, revenons sur Terre. En 1788, Joseph-Louis Lagrange, un mathématicien italo-français, s'intéresse de près à un jouet ordinaire, la toupie. Sa forme est beaucoup moins quelconque que celle de Euler, puisqu'elle possède un axe de symétrie qui passe par son centre de gravité. Et pour simplifier encore, on considère que sa pointe est fixe. L'avantage d'un objet aussi simple, c'est qu'il permet d'ajouter la gravitation dans le système d'équations sans que ça devienne ingérable. Et pourtant, le mouvement de cet objet tout simple, curieusement, n'est pas si simple. Il se décompose en 3. D'abord, la toupie tourne autour de son axe, c'est la rotation, mais cet axe de rotation est lui-même en train de tourner. L'extrémité de l'axe de la toupie décrit des cercles autour de la verticale, c'est ce qu'on appelle la précession. Et puis, il y a un 3e mouvement plus subtil. L'axe de rotation décrit aussi de petits cercles sur lui-même qui se combinent avec la précession pour dessiner des boucles. C'est la nutation. Après de longs calculs, Lagrange parvient à intégrer le système d'équations qui décrit sa toupie et donc à prédire exactement son mouvement. Si on s'intéresse autant au mouvement des toupies, c'est parce qu'on habite sur l'une d'elles. La Terre est en effet une grosse toupie. Les mots rotation, précession et nutation viennent directement de l'astronomie. La Terre tourne sur elle-même, elle tourne aussi autour du Soleil, et l'inclinaison de son axe de rotation est la cause de l'existence des saisons. Là, c'est l'été dans l'hémisphère nord. Ici, c'est l'hiver. Mais ça n'est pas tout. Comme celui de la toupie de Lagrange, l'axe de rotation de la Terre tourne.
si bien que l'été de l'hémisphère nord commencera en janvier dans environ 13 000 ans. La Terre, c'est entendu, est donc un genre de toupie, mais elle n'est pas clouée à un point, elle n'est pas complètement solide, et comme la distance qui la sépare du Soleil change légèrement, elle est soumise à une gravitation variable. Son mouvement est donc bien plus complexe que celui de la toupie de Lagrange. Au XVIIIe siècle, on sait prévoir le mouvement d'une toupie libre sans gravité, grâce à Euler, ainsi que celui d'une toupie à pointe fixe en présence de gravité, ça c'est Lagrange. Mais comment bougerait la toupie d'Euler si, comme celle de Lagrange, on la plongeait dans un champ gravitationnel? La question générale n'est pas résolue et elle va rester posée longtemps. Tellement longtemps qu'en 1852, un demi-siècle après Lagrange, l'Académie prussienne des sciences annonce un prix de 100 ducats pour la résolution du problème du solide en rotation. Pour empocher la récompense, il suffirait de résoudre ce système d'équations, mais personne ne sait comment s'y prendre. Parmi tous les mathématiciens qui se penchent sur la question, aucun ne fait le moindre progrès et le problème du solide en rotation y gagne un surnom, la sirène mathématique. En 1858, le prix est retiré, faute de combattants. Et c'est alors qu'entre en scène Sofia Kovalevskaya, une mathématicienne russe qui est devenue la première docteure en mathématiques d'Europe. Pour étudier les maths, elle a dû quitter la Russie où les femmes n'avaient pas accès à l'université, étudier en Allemagne avant de trouver un poste à Stockholm. En 1888, elle dépose un mémoire à l'Académie des sciences de Paris. Le texte est intitulé « Mémoire sur un cas particulier du problème de la rotation d'un corps pesant autour d'un point fixe ». 100 ans après le travail de Lagrange, elle a résolu le problème de la toupie pour un cas nouveau. Alors, je vous entends d'ici, montrez-le-nous ce cas nouveau qu'on voit à quoi il ressemble. Minute, c'est pas si simple. Comment Kovalevskaya a-t-elle apprivoisé la sirène mathématique? Sa première idée est un retournement de perspective. Euler et Lagrange avaient choisi des modèles simples, dont les caractéristiques contraignaient une certaine régularité. Elle cherche systématiquement dans l'espace des paramètres un autre exemple de toupie dont le mouvement serait assez régulier pour rendre les équations intégrables. Ensuite, et c'est sa deuxième grande idée, elle remarque que les toupies d'Euler et de Lagrange se ressemblent beaucoup si on remplace notre horloge ordinaire par une horloge complexe. Qu'est-ce que c'est une horloge complexe? C'est pas ça du tout. Mathématiquement, une horloge complexe mesure un temps à 2 dimensions. C'est-à-dire un temps qui n'est pas linéaire, on ne peut plus le représenter par une droite, il se déploie sur tout un plan temporel où chaque instant possède 2 coordonnées temporelles. Ce temps complexe qui aurait semblé farfelu à Euler et à Lagrange est encore une idée neuve au XIXe siècle. Il fait aujourd'hui partie du paysage ordinaire des mathématiques. Les deux idées de Kovalevskaya, auxquelles il faudra tout de même ajouter 7 ans de travail acharné, l'amènent à découvrir une toupie à la forme très particulière. Son centre de rotation et son centre de gravité ne sont pas confondus, et pourtant ces équations restent intégrables, donc prédictibles, comme les toupies de Euler et de Lagrange. Le travail de Sofia Kovalevskaya est immédiatement célébré par ses collègues. Ils lui valent le prix Bordin de l'Académie des sciences de Paris. Tout est bien, donc, qui finit bien. Mais attendez, où est la solution générale? Celle qui permettrait de décrire le mouvement d'une patate quelconque, d'une patate dans le genre de la Terre, par exemple. Nous savons aujourd'hui quelque chose d'inimaginable pour Euler et pour Lagrange, quelque chose que Kovalevskaya a pressenti et que Sergueï Ziglin a finalement démontré en 1983. La solution générale n'existe pas. Seuls 3 cas particuliers de solides en rotation autour d'un point sont intégrables. La toupie d'Euler, celle de Lagrange et celle de Kovalevskaya, qui a donc découvert la dernière réponse partielle à un problème globalement insoluble. Est-ce pour autant la fin des mathématiques? Pas vraiment. Un siècle et demi plus tard, on continue de faire des maths et de s'intéresser aux équations du mouvement. Les idées de Kovalevskaya ont même donné naissance à un nouveau domaine des mathématiques. Au lieu de vouloir à tout prix résoudre l'équation d'un mouvement, on peut chercher à prouver que c'est impossible. Le mouvement est alors imprévisible, mais son imprévisibilité est devenue mathématique.